Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. La charge mentale, la gestion de nos vies, la gestion de nos attentes sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup. Alors, pour cet été, nous avons choisi de rééditer les épisodes sur ce sujet-là que vous avez le plus aimé pour que vous puissiez en profiter une deuxième fois, une troisième fois, autant de fois que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis Magali Siméon, je reçois aujourd'hui Marie qui représente le collectif T'as pensé à. Vous savez cette petite phrase « T'as pensé à » ? T'as pensé à prendre le pain, t'as pensé à aller chercher Victor à l'école, t'as pensé à appeler ta mère pour son anniversaire, t'as pensé à... que toutes celles qui n'ont jamais prononcé cette phrase arrêtent tout de suite l'écoute de ce podcast, qui va être réservé aux autres, celles qui la disent plus d'une fois par jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie. Marie, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es ? Bonjour, merci de me recevoir. Donc moi je m'appelle Marie, je suis membre et porte-parole du collectif T'as pensé à. Voilà, j'ai rejoint ce collectif début 2022, surtout parce que j'avais envie de m'impliquer davantage dans le militantisme féministe. Et voilà, dans ce collectif, on s'attache à mettre en lumière la question de la charge mentale domestique et à faire entendre la voix des personnes, des femmes qui la vivent au quotidien. D'accord. Alors, ma première question rituelle, pour toi, la charge mentale, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour nous, la charge mentale domestique, c'est l'ensemble des pensées qui planifient et gèrent la sphère domestique. Donc, ce n'est pas la répartition des tâches domestiques dans le couple entre l'homme et la femme, mais c'est plutôt qui pense l'organisation des besoins du foyer et la gestion du temps, en fait, au sein du couple et de la famille en général. Est-ce que quand vous, alors, donc je vais dire vous parce que tu parles au nom du collectif en fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que quand vous pensez charge mentale, vous faites une différence entre la pensée dans l'organisation, l'anticipation et la planification et le fait de faire? Est-ce que les deux relèvent de la charge mentale pour vous ? Non, le fait de faire, ça relève pas tant de la charge mentale pour nous parce que il y a, en fait, par exemple, on a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. C'est très très illustratif. Il y a vraiment beaucoup de situations où l'homme dans le couple fait des choses, mais demande toujours un rappel. Ou ne le fait que quand il est sollicité, ou ne le fait que parce que sa conjointe lui dit il faut faire une lessive parce que demain matin les enfants auront plus de chaussettes propres, et donc voilà, il faut faire penser à. Et donc pour nous c'est vraiment ça la charge mentale, c'est ce qui relève de la planification et pas de l'exécution. Après, ceci dit, on sait aussi que dans le couple, ce sont les femmes qui se chargent en majorité de l'exécution. Donc c'est lié bien sûr. C'est un mot qui n'est pas très ancien, c'est une expression qui n'est pas très ancienne, mais la charge mentale, ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui s'est accentué sur ces dernières années ? Alors, je dirais que ça a toujours existé parce qu'il y a toujours eu besoin de planifier les tâches essentielles en fait à la survie et puis à la vie tout court du couple et de la famille. Mais je pense que à l'époque moderne et contemporaine, ça a pris quand même une autre dimension parce que notamment parce que les femmes travaillent maintenant. Cette charge mentale, c'est quelque chose qui vient. On peut pas dire. On entend beaucoup l'argument de la part
de la part de personnes qui sont pas tout à fait d'accord avec ce concept ou avec ce que les féministes en disent, de dire oui mais les hommes travaillent donc c'est normal que les femmes aient cette charge mentale de faire fonctionner la maison, etc. Et en fait c'est un argument qui est totalement obsolète puisqu'aujourd'hui les femmes travaillent, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de double journée de travail. Les femmes ont cette charge en plus de leur travail rémunéré, éventuel, voilà. Donc c'est quand même ça prend une dimension différente, je dirais. Est-ce que dans votre collectif, il y a des femmes de toute génération ? Oui, alors je crois que nos âges, ça va de la vingtaine à 35-40 ans. Alors, pas plus. À ma connaissance, en tout cas. Non, parce qu'une des questions que je me pose, c'est dans quelle mesure notre charge mentale, la charge mentale domestique qui pèse essentiellement effectivement sur les femmes, ne s'est pas accrue d'un certain nombre d'injonctions autour de ce que doit être aussi une bonne mère, un enfant réussi, et qui étaient des injonctions qui, de mon point de vue, pesait beaucoup moins sur, en tout cas, les mères mes mères, enfin ma mère à moi et les femmes de sa génération, ou quand même globalement, tant qu'on était nourris, habillés, on allait à l'école, il n'y avait pas autant d'injonctions autour des activités, de l'orientation scolaire, de la préparation de l'avenir, les enfants, ça poussait plus facilement quand même. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, non seulement on a des injonctions sur une charge mentale domestique, mais on doit quand même avoir des enfants heureux, équilibrés, et je dis ça sans ironie, et c'est pas forcément des injonctions qui existaient avant, et elles pèsent plus sur les mères quand même que sur les pères. Oui, tout à fait. C'est très juste. Il y a toutes ces injonctions comme tu dis qui s'ajoutent. Après, nous dans les témoignages qu'on reçoit, on a des témoignages vraiment de toute génération. D'accord. On a vraiment. Après, alors c'est pas les mêmes parce que c'est plutôt des témoignages, on va dire, à intenter. Donc, par exemple, les femmes plus âgées qui nous écrivent pour témoigner, ou les femmes plus jeunes mais qui nous écrivent pour témoigner d'une situation vécue par leur mère, mentionnent la charge mentale qu'elles ont maintenant en tant que femmes de 50, 60, 70 ans, etc. Et oui, et les témoignages qui reviennent beaucoup dans ces générations-là, c'est plutôt des charges mentales qui relèvent du prendre soin du conjoint qui est très âgé aussi et souvent diminué, prendre soin parfois des enfants qui sont même de jeunes voire moins jeunes adultes, garçons mais qui sont célibataires ou qui sont récemment séparés et qui se reposent sur leur mère pour tout un tas de choses. Voilà, c'est plus des témoignages comme ça. Et après, pour les femmes qui sont entre 20 et 50 ans de couple, on va dire, c'est plus des choses sur leur expérience de couple qu'elles vivent maintenant. Et avec les enfants aussi, bien sûr. Et alors, quelle est l'ambition de votre collectif ? C'est-à-dire aujourd'hui, donc vous êtes suffisamment identifiés pour que des femmes vous écrivent, témoignent. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous pouvez les aider ? C'est quoi votre ambition ? C'est quoi votre mission ? Donc nous, on se donne deux objectifs principaux. Donc le premier, c'est faire prendre conscience que la répartition des tâches et des charges dans le cadre du couple hétérosexuel est genré. Déjà. Et deuxièmement, faire prendre conscience que le problème est un problème systémique et pas individuel. Donc pour ça, nos actions tournent essentiellement autour de notre compte Instagram, de sensibilisation aux questions de charge mentale, domestique et émotionnelle. Et donc, on publie des témoignages avec toujours un texte explicatif de mise en contexte. Voilà, on essaie de proposer des solutions dans une certaine mesure. Nous, on pense que les solutions individuelles sont assez compliquées à définir parce que chaque situation est unique, chaque couple est unique. Mais alors, ceci dit, il y a des solutions qui peuvent exister, des choses qui marchent pour certaines femmes. Mais ce qui nous tient à cœur surtout, c'est ce côté justement systémique du problème et d'avancer des solutions qui selon nous seraient plus pertinentes au niveau global, quoi. Des solutions politiques, des solutions qui touchent au niveau des entreprises ou de notre culture patriarcale en général, qui est en fait le principal moteur de ces inégalités de répartition de la charge dans le couple. Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution, Marie ? Alors au niveau des solutions individuelles, ça va un peu dépendre des situations. Des choses qu'on voudrait dire aux femmes qui nous écoutent, c'est ne culpabilisez pas parce que
si vous portez cette charge mentale dans votre couple, c'est pas de votre faute et c'est pas non plus votre responsabilité d'éduquer votre conjoint à ces questions. Et donc après, selon si le conjoint souhaite sincèrement faire sa part et de bonne volonté ou pas, et dans ce cas-là, il y a des femmes qui font la grève domestique, par exemple. Il y a d'autres femmes qui misent tout sur solliciter leur conjoint le plus possible pour qu'ils se rendent compte de cette charge. Il y a des femmes qui vont lister toutes les tâches et bien répartir les choses avec la charge mentale et miser un peu sur un contrat de s'engager à faire les choses bien et à temps. Mais voilà, donc comme je disais, c'est des solutions entre guillemets quotidiennes qui sont un moyen de pallier temporairement ce problème plus global. Et donc ce qu'on pense nous, c'est qu'il faut repenser les rôles sociaux en fait qui sont assignés aux femmes et aux hommes, et donc c'est un travail long, complexe qui peut être et au niveau de solutions plus globales, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, notamment assurer par exemple l'égalité des salaires, un meilleur congé parental pour le deuxième parent plus long, qui permettrait de diminuer d'atténuer, on va dire, la discrimination à l'embauche des femmes en âge d'avoir des enfants, notamment. Une meilleure rémunération du congé parental aussi, par exemple, la revalorisation des petits salaires dans les métiers qui sont les métiers du care, en fait, majoritairement féminins, donc le soin, l'éducation, etc. Et au niveau des entreprises aussi, il y a des choses qui peuvent se jouer, par exemple... Une chose à laquelle on pense, c'est au niveau de la culture d'entreprise, par exemple, de pas faire de réunion après 17h pour que toutes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, qui ont des choses à faire à la maison, des enfants, etc., puissent faire tout ça sans partir plus tôt. Et voilà. Et puis ne plus peut-être moins valoriser socialement les personnes qui restent très tard au travail ou ce genre de choses. Oui, je vois bien. Oui, je vois bien. Je suis arrivée à faire une carrière en travaillant pas le mercredi, en dînant avec mes enfants tous les soirs. Mais ça demande beaucoup de volonté en fait, et la capacité à se mettre en risque professionnellement. Et c'est pas toujours possible pour tout le monde. Et après, mon constat a été finalement, à chaque fois que j'ai dit non à une réunion trop tard, non à un dossier mal ficelé, non. J'ai pu générer de l'agacement chez mon interlocuteur, mais ça n'est jamais allé plus loin. D'accord. Voilà. Alors, j'en fais pas non plus. J'en fais pas une loi absolue, mais je pense que plus on va être nombreuses et nombreux à dire non en fait, non parce que pas ce soir, non là c'est pas possible, non là je peux pas, et plus ça va devenir une norme. Et effectivement, le présentéisme est un vrai levier d'inégalité. Puisqu'on est encore dans un monde professionnel où quand on finit tard, c'est qu'on est important, quand même. Il y a un petit peu ça quelque part. Donc si je finis tôt, c'est que je suis pas importante. Et donc oui, moi je me suis vraiment vue partir à 18h30 du travail et qu'on me demande si je suis et qu'on me pose la question, est-ce que tu es à mi-temps en fait? Oui, c'est ça. C'est un peu les retours qu'on a dans certains témoignages aussi. Tu prends ton après-midi quand tu pars à 17h. Ouais. Et en fait, c'est des questions sur lesquelles il faut tenir bon en fait. En fait, je pense qu'il ne faut pas surestimer le risque qu'on prend à poser ces actes-là et à ne pas répondre à ces questions-là, parce que et c'est vraiment voilà. En tout cas, moi, mon expérience, c'est d'avoir toujours accueilli ces questions avec un sourire sans répondre et continuer mon chemin si c'était l'heure de partir. Et de voir plutôt autour de moi d'autres femmes comme moi tenir bon et finalement le système s'adapter, puisque le système tente, mais quand il faut s'adapter, il s'adapte. Oui, j'imagine que ça aide aussi d'être plusieurs dans cette même situation, dans une même... disons que j'ai souvent été celle qui commençait. Ouais. Et par contre, effectivement, il y a un vrai effet contagieux. Mais aussi, j'étais souvent la bosse. Donc ça détend tout le monde. Ça s'appelle l'exemplarité, en fait, Marie. Donc, ça marche assez bien. Enfin, je le réalise vraiment aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu des entités, les entités que je dirigeais dans les grands groupes où je bossais avaient le plus gros taux de temps partiel de l'entreprise. Voilà. Okay. Et sans qu'on ait jamais eu aucun problème sur l'atteinte de nos résultats. Mais j'étais moi-même à temps partiel. Donc, ça envoie un message. Toutes ces actions que vous souhaitez, que vous encouragez, comment est-ce que vous organisez
le lobbying, ou parce que, alors, enfin, tu l'as dit, hein, vous attaquez au patriarcat, à un système français du présentéisme, hein, on ne trouvera pas la même chose dans les pays anglo-saxons. Donc c'est quand même des gros sujets. Quelles sont vos actions les plus emblématiques et comment vous avancez sur ces sujets-là? Pour nous, la majorité des actions du collectif, c'est essayer de communiquer un maximum sur ces questions. Après, on a par exemple l'an dernier participé à signer la charte de la coordination féministe pour la grève du 8 mars. Donc voilà, on essaie de participer à ce genre d'action aussi pour faire un petit peu un coup de projet. On apprécie vraiment d'être dans un cadre collectif, avec d'autres associations féministes, parce que la coordination féministe rassemble quand même pas mal de monde. Et donc, les actions un peu d'envergure sont plus organisées avec d'autres collectifs. Ouais. Je voudrais revenir sur les solutions individuelles que tu citais tout à l'heure ou que vous pouviez proposer. Toutes ces solutions, alors d'abord, toutes ces solutions individuelles supposent qu'il y ait couple. Déjà, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent pas pour des mamans solo et avec des papas qui pourraient ou qui ont déserté globalement la vie familiale, c'est-à-dire au-delà de la séparation, qui sont partis. Est-ce que parce que ce que supposent quand même ces solutions individuelles, c'est l'accueil par le partenaire. Oui, exactement. Ça, c'est un problème. C'est un problème certain. Il y a des partenaires qui ont conscience, disons, qui prennent conscience de ces problématiques, qui sont assez qui sont volontaires et qui souhaitent faire leur part. Donc une certaine partie, mais il y en a d'autres effectivement qui pensent que ça n'est pas un problème, qui nie un peu ce souci-là. Donc dans ce cas-là, par exemple, on reçoit pas mal de témoignages qui vont un peu dans le sens de oui, mon partenaire me dit moi ça me dérange pas de vivre dans une maison mal rangée. Ou ça me dérange pas que y ait de la vaisselle sale dans le l'évier ou de ce genre de choses. Dans ce cas-là, bon là c'est clairement il y a pas de le problème est pas bien reçu quoi, et pas écouté. Donc là dans ce cas-là les solutions individuelles qui pourraient exister, bon encore une fois c'est des pistes, hein, mais il y a des femmes qui font justement la grève domestique pour vraiment essayer d'ouvrir les yeux de leur partenaire et montrer que effectivement, si la maison est dans cet état-là et que personne tombe malade, par exemple, c'est que elle aère, elle fait des repas équilibrés, exactement, etc. Et pour essayer de mettre en valeur tout ce travail invisible, puisque c'est bien ça le problème de la charge mentale, c'est que c'est un travail invisible. Après, il y a des femmes qui essaient aussi de quelque part de se mettre dans un rôle un peu professionnel, dans le sens où elles se mettent un peu dans le rôle du patron, quoi, patron de famille. Donc si le conjoint demande je peux aider, de lui dire oui tu peux faire ça, et d'arrêter de dire non mais c'est bon, ou je le ferai, ou ce genre de choses. Donc jouer cette carte-là à fond. Après, voilà, il y a une solution qui est proposée, par exemple, par la dessinatrice Emma, qu'on suit beaucoup, c'est de se payer pour le travail pour le travail domestique qu'on accomplit. Ok, mais on se paye comment alors ? Si on gère par exemple aussi, en plus de tout le reste, les finances de la maison, de dire ok, moi j'ai fait 5 heures de travail domestique et parental aujourd'hui, je me paye même à 15 € de l'heure, voilà ce que je prends pour moi, quoi. Et après, si le conjoint est vraiment très très reluctant, la solution ultime c'est de s'en séparer ou de le mettre dehors. Bon, ça c'est évidemment c'est pas forcément simple. c'est pas simple, mais là on travaille cette semaine sur la question de la séparation, du divorce, tout ça. Et on a quand même reçu un certain nombre de témoignages ou de retours de personnes qui disent s'être séparées à cause de ça, en fait. Alors ça m'étonne pas, mais ce qui m'emmène à une question, est-ce qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un
Tu en fais pas beaucoup, mais toujours un petit peu. Ben ça, c'est à l'appréciation de chacune, hein, je dirais, parce que c'est aussi la question a l'air simple comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous font un peu des retours aussi sous des posts parfois, mais je comprends pas pourquoi elles le quittent pas, etc. Sous des témoignages. En fait, c'est ne pas prendre en compte tous les à côté. Par exemple, on ne sait pas si cette personne travaille, si la personne est dépendante ou pas financièrement, dépendante ou pas affectivement aussi, hein, quand il y a des enfants, comme il y a tout un tas de facteurs quand même à prendre en compte qui sont pas aussi simples. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a reçu ces témoignages-là de personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé parce que leur charge mentale était trop importante, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir un autre enfant à la maison, en plus des vrais enfants, et parce que c'était pas entendu et qu'elles se sentaient pas comprises en fait. Est-ce que vous constatez dans votre collectif que les jeunes hommes qui arrivent sur le marché du couple aujourd'hui, pour prendre une expression néolibérale, sont différents ? Alors, oui et non. Oui, parce que il y a quand même... on pense qu'il y a, enfin, on le voit même qu'il y a quand même une certaine prise de conscience même de la part des hommes, même si c'est quand même, on va dire que ça avance lentement, parce que c'est vrai que c'est difficile de renoncer à ces privilèges. Mais on le voit, oui, un peu. Il y a on a des retours aussi d'hommes, très peu, mais on en a quand même un peu, qui nous disent que notre travail leur a permis de prendre conscience, etc. Des retours de femmes aussi qui nous disent qu'elles montrent beaucoup nos posts à leurs conjoints. Après, il y a aussi beaucoup d'hommes, et alors sur Instagram, c'est majoritairement des jeunes hommes qui viennent commenter sous nos posts que ce n'est pas un problème, que on est folle, qu'on se fait des films, que ça n'existe pas, etc. D'accord. En fait, d'accord. Il y a un peu les deux. C'est pas non plus ultra souvent, mais c'est quand même régulièrement, quoi. Presque sous chaque post, on a une personne ou deux, il y a un homme ou deux qui vient pour nous dire que oui, mais moi dans mon couple c'est pas comme ça, ou ce qui est possible. Oui, moi j'ai sur un post LinkedIn que j'ai fait il y a pas longtemps sur un sujet équivalent, effectivement j'ai eu un homme qui m'a expliqué que lui il adorait préparer le repas de sa chérie pour qu'elle rentre le soir parce qu'elle rentrait plus tard, et d'ailleurs ce que je lui dis, c'est vraiment génial, je suis super contente, c'est bien ça, voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est super. Mais oui, malheureusement, en fait, sur les personnes qui commandent ça en général, nous disent vous mentez, c'est pas un problème, parce que dans mon couple, ce n'est pas comme ça. Bien sûr, l'exception ne fait pas la règle. L'exception ne fait pas la règle. Marie, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que t'aurais je sais pas, un ultime conseil à donner alors à nos auditrices, parce qu'on va considérer qu'aujourd'hui peut-être en parler plus à nos auditrices, mais à nos auditeurs aussi qui pourraient avoir envie de faire changer les choses. Un dernier conseil? Aux auditrices, je dirais parlez-en, et parlez-en entre vous aussi, parce que parfois on se sent seul face à ces problèmes, on se sent submergé, et on pense qu'on a un problème, alors que non, pas du tout. C'est une situation très générale, donc déjà le fait d'en parler avec d'autres femmes, ça peut vraiment nous donner de la force et nous faire nous sentir moins seuls. Et aux hommes qui nous écoutent, je dirais d'écouter les femmes, et si vous vous reconnaissez dans ces configurations ou de couple, prenez votre part. En fait, vous devez il faut se responsabiliser, quoi, quand on est en couple. Donc prenez votre part du travail, et écoutez ce que vos conjointes ont à dire sur le sujet. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été là un petit peu avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux
et productif.